Lundi 29 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce jour, selon les informations communiquées par le service de la météorologie, le cyclone Grant n'aura pas d'impact sur les conditions météorologiques à Madagascar au cours de cette semaine. En revanche, des pluies parfois orageuses sont attendues sur les hautes terres, les régions du nord ainsi que le centre-est de l'île jusqu'au Nouvel An 2026. Les détails avec Jessina Mireille. Le cyclone Grant poursuivra sa trajectoire vers l'ouest tout au long de la semaine, selon le service de la météorologie. Toutefois, sa présence n'aura pas d'impact direct sur les conditions météorologiques de l'île. D'après les prévisions allant du lundi 29 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, des vents de secteur nord-ouest domineront globalement sur la partie nord du pays. Ces vents devraient s'atténuer vers la fin de la semaine. Ailleurs, l'atmosphère restera parfois instable, une vigilance est émise concernant l'abondance des précipitations. Des pluies localement orageuses sont attendues sur les hautes terres, les régions du nord ainsi que le centre-est de l'île jusqu'au Nouvel An 2026. En fin de semaine, ces précipitations devraient se concentrer sur la partie orientale des hautes terres et l'ensemble de la côte est. Les pluies seront plus rares dans la partie du sud de l'île. Selon Météo Madagascar, une hausse notable des températures maximales est prévue de manière générale sur les hautes terres, le sud de l'île et l'ensemble des régions de l'Est durant la seconde moitié de la semaine. Les températures matinales varieront entre 14 et 26 degrés, tandis que les maximales de l'après-midi oscilleront entre 24 et 38 degrés. Et justement, en raison de ces fortes pluies, les risques d'éboulement sont élevés sur la colline de Manzakamiadan. C'est le constat à l'issue des inspections menées par le BNGRC également. Face à cette situation, l'organisme renforce le système d'alerte précoce par l'installation de sirènes et d'utilisation de drones dans les zones identifiées comme étant exposées au risque de glissement de terrain. Les détails toujours avec Jessina Mireille. Le sol commence déjà à être saturé d'eau sur la colline de Manzakamiadan, ce qui révèle des signes d'annonciateurs d'éventuels glissements de terrain, d'après les inspections du BNGRC entamées depuis le mois de novembre. La fragilité du sol y est donc particulièrement élevée. Les pluies persistantes dans les hautes terres centrales risquent d'aggraver davantage la situation. Dans le cas du renforcement des mesures de prévention, le BNGRC, en collaboration avec les différents acteurs concernés, a consolidé le système d'alerte précoce par l'installation de 4 sirènes destinées aux quartiers situés sur les versants est et ouest de Manzakamiadan. 2 sirènes ont été installées dans la zone d'Ansaoung à Fuktan de Manzakamiadan et 2 autres sur le versant ouest, notamment un Kadlalan et un Pamarinan. Des actions de sensibilisation et d'information ont également été menées auprès des habitants des zones les plus vulnérables au glissement de terrain, notamment dans les Fukuntan d'Amparbe, Amban d'Amparmarinan, un Kadlalan et Manakambayin. Ces actions se sont faites à travers l'envoi de messages et de consignes portant sur les mesures de vigilance et de précaution à adopter aux abords des collines à risque. Cela signifie que lorsque les sirènes retentissent, l'alerte rouge est déclenchée et toutes les personnes vivant dans les zones identifiées comme à haut risque doivent immédiatement évacuer, selon les explications fournies. Et dans la page faits divers, la déforestation prend de l'ampleur dans la commune d'Anivran-Varach, région d'Iéna. Selon les informations également, un cas de profanation de tombe a également été découvert samedi dernier. Cet acte jugé inhabituel dans la localité, selon les habitants, a conduit ces derniers à se rendre au bureau de la gendarmerie. Toutefois, la population est restée calme et a accepté les mesures d'organisation, ce qui a permis d'éviter l'application d'une justice populaire. Reportage de Jean-Claude Angemalal. À l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An, un père de famille a été surpris par les habitants alors qu'il profanait une tombe à un bout de pan Imbir dans la commune d'Anivran-Varach, région d'Iéna, le samedi 27 décembre 2025, selon les informations. Il a été établi que l'homme interpellé était auparavant le chef de Fukuntan à Imbir et était engagé dans la protection de l'environnement. C'est aussi un responsable religieux et un régulateur de la vie communautaire au sein du village. La nouvelle a provoqué une vive agitation parmi les habitants et en peu de temps, une foule importante s'est rassemblée. Des gendarmes venus de la brigade d'Anivran-Varach se sont rendus sur les lieux et ont rapidement pris en charge le père de famille. À l'issue des échanges entre la gendarmerie et la population, la vindicte populaire a été évitée. Les habitants ont accepté les dispositions prises et se sont rendus ensemble au bureau de la gendarmerie en y conduisant l'auteur présumé de la profanation.
Outre ce cas de profanation de temple, plusieurs charrettes transportant du bois ont également été interceptées et saisies au bureau de la gendarmerie pour les besoins de l'enquête. Anivranovac est une commune reconnue pour son potentiel touristique en raison de son histoire particulière dans le nord de l'île et pour son profond respect des traditions malagasy. La population s'est néanmoins dite choquée par cet acte de profanation et a exprimé sa tristesse mêlée de colère tout en acceptant les mesures d'organisation, évitant ainsi toute violence ou atteinte à la vie de l'auteur présumé des faits. La gendarmerie d'Anivranovac a déjà ouvert une enquête concernant ces affaires, lesquelles seront transmises à la justice à l'issue des investigations. Et la majorité des routes à Madagascar est fortement dégradée, qu'il s'agisse des routes nationales, des routes reliant les communes ou encore de celles qui relient plusieurs régions. Malgré les travaux de réhabilitation entrepris par le ministère des Travaux publics sur certaines routes classées parmi les plus dégradées, il y a quelques jours, notamment la route nationale numéro 7, les usagers de la route se plaignent d'une situation qui ne fait qu'empirer. Selon eux, l'état de la chaussée s'est davantage détériorée et la route est devenue glissante à cause de la boue. Un reportage signé Jean-Claude Ndjemalal. C'est aujourd'hui le véritable poumon de l'économie qui est en difficulté à Madagascar. Le secteur des transports, dans son ensemble, est gravement affecté par la dégradation des routes, laquelle entraîne également l'usure prématurée des moyens de transport. Par ailleurs, le coût des pièces de rechange ne cesse d'augmenter, les dépenses en carburant sont en hausse et les usagers de la route vivent dans la crainte permanente des accidents de circulation ainsi que des problèmes d'insécurité. La majorité des transports se trouve actuellement dans une situation extrêmement difficile. Le nombre de passagers a diminué tandis que l'augmentation des tarifs de transport reste délicate en raison des difficultés financières des ménages. À cela s'ajoute la hausse des taxes et redevances obligatoires telles que prévues dans le projet de loi de finances 2026. Madagascar traverse pourtant une période de fortes pluies avec des risques accrus de catastrophes naturelles comme les cyclones. Cependant, la réhabilitation des routes nationales, des routes communales et celles des régions semble être totalement négligée. Sur la route nationale numéro 7, certaines portions ont certes été réparées, mais dans les premières pluies, l'état de la route s'est rapidement dégradé. Les matériaux utilisés s'étant transformés en boue selon les usagers. Il faudra encore attendre environ 4 à 5 mois pour que le sol commence à sécher. Or, la circulation ne peut pas être interrompue, comme l'ont souligné les transporteurs. Certaines routes risquent même d'être coupées faute de travaux de réhabilitation. De son côté, l'État a déjà reconnu publiquement ses difficultés financières, laissant penser qu'il sera contraint de restreindre ses dépenses. En cas de coupure de route, les pertes seraient considérables pour les transporteurs, pour les passagers, pour les propriétaires de marchandises et surtout avec un impact direct sur l'économie nationale. À ce qui est constaté, même en cette période de préparation des fêtes de fin d'année, la priorité des dirigeants reste la poursuite des affrontements politiques sans instaurer une véritable trêve ni s'attaquer aux graves problèmes auxquels fait face la population malagasy. En conclusion, il est difficile à ce stade d'espérer que l'ensemble des routes dégradées à Madagascar soient prises en charge et réhabilitées. Dans la suite des actualités, 2 hommes ont été pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de voler une moto à Konjan le week-end dernier. Ils étaient en train de forcer le contact de la moto lorsqu'ils ont été immédiatement interpellés dans l'après-midi du 27 décembre 2025 à Konjan devant l'immeuble en verre. Le comportement suspect des 2 individus a été remarqué par un agent de sécurité sur le parking qui a aussitôt alerté la police. Les policiers du poste de police avancé à Konjan ont procédé à leur arrestation. Plusieurs outils utilisés pour commettre leur forfait ont été retrouvés en leur possession. Les 2 suspects ont été conduits au commissariat pour les besoins de l'enquête et placés en garde à vue avant leur présentation devant le parquet. Et à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An, environ 200 véhicules quittent la gare routière Maki d'Indutapenak. En général, les voyageurs se rendent dans les régions pour rejoindre leur famille et célébrer ensemble le Nouvel An. Reportage signé Fin de Sénat Mireille et Yves Janel. Parmi les passagers des taxis brousse à la gare Maki d'Indutapenak aujourd'hui figurent ces familles. La plupart d'entre elles se rendent à Marvoy pour y passer les fêtes de fin d'année et le Nouvel An. Il en est de même pour cette mère de famille. Elle quitte Antananarivo aujourd'hui avec les siens pour rendre visite à des proches à Majunga. C'est le samedi précédent Noël que l'affluence a été la plus importante à la gare routière Maki d'Indutapenak avec 226 voyageurs enregistrés. Les tarifs de transport, quant à eux, n'ont pas connu de changement et sont restés identiques à ceux des précédentes périodes de vacances.
Et dans l'actualité sportive de ce soir, le tournoi de Noël organisé au gymnase couvert Piste Vatfoot et Tirabé a été mis en place comme préparation du club Mikoul aux catégories senior dames en vue du championnat de Madagascar de basketball. Environ 30 équipes issues de différents clubs ou indépendantes y participent. Les matchs des quarts de finale et des demi-finales se sont déroulés vendredi dernier, tandis que la finale est prévue pour ce mardi. Reportage de Jameson Anjian Arman, notre correspondant à Tirabé. Le tournoi de Noël de basketball organisé par le club Mikoul se tient ce mois-ci au gymnase couvert Piste Vatfoot à Tirabé. Ce club regroupe des basketteuses et seniors au sein de la Ligue régionale du Vakna-Karach. Environ 30 équipes affiliées ou non à des clubs prennent part à la compétition. Ce tournoi sert de préparation au club Mikoul en vue du championnat de Madagascar de basketball. Les matchs de poule se sont déroulés les 6 et 7 décembre, tandis que les quarts de finale et les demi-finales ont eu lieu vendredi dernier. La finale se tiendra le 30 décembre. Dans la catégorie garçons des moins de 12 ans, Talent affrontera FFF Pro. Chez les filles dans les moins de 14 ans, FFF Pro rencontrera Phoenix, tandis que dans la catégorie garçons, FFF Pro sera opposé à SBC. En Open Dame, Phoenix affrontera MBB et en Open Messieurs, Enso sera opposé à SBBC2. La Ligue régionale de basketball du Vakna-Karach apporte un appui important à l'organisation de ce tournoi. Voilà pour ce qui est des actualités locales à l'international. Maintenant, l'armée chinoise a déclaré avoir commencé des exercices militaires avec des munitions réelles autour de Taïwan, quelques heures après avoir annoncé des manœuvres majeures près des eaux et de l'espace aérien de l'île. Les détails avec France 24. Des exercices de tir à munitions réelles à quelques kilomètres des côtes taïwanaises. Des destroyers, des frégates, des chasseurs, des bombardiers et des drones chinois encerclent l'île. À partir du 29 décembre, le commandement des zones orientales de l'armée populaire de libération déploie ses troupes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air pour mener des exercices militaires conjoints baptisés Mission Justice 2025 dans le détroit de Taïwan et dans les zones situées au nord, au sud-ouest, au sud-est et à l'est de l'île. Il s'agit d'un avertissement sévère à l'encontre des forces séparatistes indépendantistes taïwanaises et d'une action légitime et nécessaire pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale de la Chine. Ces dernières semaines, les tensions dans le détroit ont été ravivées par une dispute diplomatique entre Pékin et Tokyo. La nouvelle première ministre japonaise a laissé entendre que son pays pourrait intervenir militairement en cas d'attaque chinoise contre Taïwan. Une déclaration qui a suscité la colère de la Chine. Mi-décembre, une vente d'armes massive des États-Unis à Taipei, la plus importante depuis 2001, a exacerbé la situation. Nous appelons les autorités chinoises à agir de manière rationnelle et avec retenue, à cesser immédiatement tout comportement provocateur irresponsable et à ne pas mal interpréter la situation et devenir un fauteur de troubles qui sape la paix régionale. Notre gouvernement continuera à coopérer avec toutes les parties de la région afin de protéger l'ordre international. Il s'agit de la 6e grande manœuvre de guerre chinoise autour de Taïwan depuis 2022. Et des nouvelles pluies hivernales se sont abattues sur la bande de Gaza, déjà ravagée par la guerre. Les détails avec France 24. Les témoignages comme celui de Samia se multiplient. Des familles gazaouis racontent leur calvaire dans l'enclave, en proie à des inondations et des rafales de vent glacial. Ici en bord de mer, de nombreux déplacés vivent dans le plus grand dénuement, sous des abris de fortune à perte de vue. Nous ne pouvons pas dormir la nuit parce que nous avons peur d'être inondés. Que peut-on faire? On ne sait pas où aller. Dans l'enclave palestinienne, près de 80% des constructions ont été détruites ou endommagées par la guerre. Selon les ONG, 1 500 000 Gazaouis ont perdu leur maison. Et les restrictions israéliennes continuent de peser sur l'acheminement de nourriture et de matériel. Sur les 300 000 tentes réclamées pour abriter les déplacés, seuls 60 000 ont pu entrer dans le territoire.
On demande juste d'avoir des prix fabriqués. On ne demande pas que la reconstruction commence immédiatement, mais simplement des habitations mobiles pour nous et les enfants. Les fortes précipitations vont se poursuivre jusqu'à lundi soir. L'hiver dernier, les inondations avaient fait au moins 18 morts. Et ce qui fait l'actualité internationale également, l'actrice Brigitte Bardot est morte hier dimanche à 91 ans. Après avoir marqué le cinéma, elle s'est consacrée à la défense des animaux tout en se rapprochant des idées de l'extrême droite. Condamnée pour incitation à la haine raciale, elle a notamment épousé l'ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, puis apporté son soutien à Marie Le Pen en 2012. France 24. Les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. En 1962, Brigitte Bardot n'a que 28 ans, mais la condition animale l'émeut déjà. Des animaux d'ailleurs régulièrement présents dans sa filmographie, comme un clin d'œil. Mars 1977, Bébé a arrêté le cinéma, mais sa notoriété reste intacte. Elle décide de faire de la lutte contre l'abattage des phoques son tout premier combat. Des jouets en peluche, des bébés phoques en peluche, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Et voilà. Si j'ai fait le voyage de France jusqu'ici, c'est pas pour faire du tourisme, ni pour me faire photographier comme au Festival de Cannes. Et une première victoire, puisque l'importation de fourrure de bébé phoque sera interdite en Europe. À partir de là, Brigitte Bardot va consacrer tout son temps à défendre les animaux. Chasse, fourrure, corrida, vivisection, autant de combats souvent perdus d'avance. Mais sa notoriété l'aide encore, comme ici dans le sud-ouest, à l'ouverture de la chasse à la tourterelle. Certaines traditions, quand elles deviennent des meurtres, elles doivent s'arrêter. On n'a pas besoin ici, c'est une région riche, on n'a pas besoin de tuer les tourterelles pour se nourrir, d'abord on ne les mange pas. 1986, Bébé organise une spectaculaire vente aux enchères de tous les objets de son passé glorieux. Elle obtient les 3 millions de francs nécessaires à la création de sa fondation. Une fondation dont les actions vont se multiplier en France et dans le monde. Campagne d'information, de stérilisation, d'adoption, création de refuges. Et à chaque fois une Brigitte Bardot présente, car toujours aussi médiatique. Avant, on parlait peu des problèmes de protection animale, on parlait peu de la condition animale de manière générale, que ce soit des animaux élevés pour la consommation ou pour la fourrure. Il a fallu mettre un regard sur cette situation-là et le dénoncer. Et ça a été le rôle, je dirais, sûrement son plus beau rôle d'ailleurs, de Brigitte Bardot, de faire connaître au public la souffrance animale. Dans les années 90, Brigitte Bardot dénonce la cruauté des abattages rituels. En 1996, elle est poursuivie pour incitation à la discrimination raciale suite à un article paru dans Le Figaro. Elle est condamnée et le sera de nouveau par la suite, mais elle persiste et signe. Au lieu que les gens qui sont chez nous s'adaptent à nos lois et à nos traditions, c'est nous qui sommes obligés de nous adapter aux leurs. Parallèlement, le 4e mariage de Brigitte Bardot avec Bernard Dormal, un proche de Jean-Marie Le Pen, contribue à ternir l'image de la star. En juillet 2010, à l'occasion d'une exposition qui lui était consacrée à Saint-Tropez, son époux justifiait son comportement. C'est une femme absolue. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de concession. Voilà. Elle ne s'en fait pas à elle-même, elle n'en fait pas aux autres. Ça peut lui poser parfois quelques problèmes, elle s'en fiche. De plus en plus discrète dans les médias, Brigitte Bardot a fini par renoncer à toute apparition publique, gérant sa fondation depuis sa maison de Saint-Tropez. Aujourd'hui, elle n'est plus, mais son combat continue. À chacun désormais de choisir l'image et le souvenir qu'il souhaite garder de Bébé.